Au nom du laboratoire Sotema, je vous souhaite la bienvenue. C'est un sujet d'actualité, c'est la dysfonction sexuelle chez la femme, qui sera présenté par notre médecin Hasna. Non, Hana Belaziz. Hana Belaziz. Donc, je souhaite une bonne présentation. Et pour les questions, on a le staff qui est là, donc c'est pour le produit. Si vous avez des questions après, il y a un staff qui fait partie de notre staff managériel qui peut vous répondre pour les questions du produit. OK? Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, je remplace Dr Gilbert, qui est un sexologue de Lille. Donc, vu son engagement, il n'a pas pu nous rejoindre. Et j'essaierai de le remplacer pour discuter un nouveau sujet concernant la santé sexuelle de la femme, et plus précisément le dysfonctionnement sexuel féminin, qui est une monnaie courante qui peut toucher tout le monde, autant que les hommes que les femmes, à n'importe quel âge. Donc, c'est très important de connaître cette problématique, cette pathologie, pour essayer de comprendre vos patients qui vous consultent au niveau de la pharmacie pour demander une solution. Donc, avant de présenter la solution, il faut comprendre tout d'abord la physiologie de la sexualité féminine. Donc, c'est la raison pour laquelle on va commencer par la physiologie sexuelle de la femme. Donc, la connaissance de la physiologie sexuelle a été révolutionnée par deux médecins américains, Master et John Watson, qui ont décrivé la réponse sexuelle féminine selon 4 phases. La première phase, c'est la phase de désir. La deuxième phase, l'excitation. Troisième, l'orgasme. Et la dernière phase, c'est la résolution. Donc, pour avoir une bonne réponse sexuelle féminine, il faut avoir les 4 phases. Donc, les chercheurs américains, ils ont essayé de mesurer les différentes phases de la sexualité féminine en mesurant l'influx nerveux au niveau des différentes afférences psychosensorielles au niveau de l'appareil génital féminin. Et ils ont obtenu le schéma suivant. Donc, et cela confirme la première phase représentée par le désir, l'excitation, le plateau, l'orgasme, qui diffère d'une femme à une autre et bien sûr en relation avec la stimulation externe, et qui va terminer par la résolution. Donc, pour comprendre, on va passer à la phase de définir, pour décrire chaque phase de la réponse sexuelle féminine. Donc, la fonction sexuelle féminine est un processus biologique complexe, à composantes multiples, qui met en jeu non seulement ses effecteurs périphériques, mais bien sûr leur vascularisation, leur innervation et bien sûr les neurotransmetteurs pour contrôler bien sûr la réponse sexuelle et bien sûr les différentes phases de la réponse sexuelle. Donc cette image, il récapitule les différents systèmes qui contrôlent la réponse sexuelle. Donc on va voir en détail comment le système nerveux central, le système hormonal, il contrôle la réponse sexuelle féminine. Donc, on a vu la première phase, elle est représentée par la phase de désir. Le désir est le premier temps de la réponse sexuelle. Il consiste en des fantasmes imaginaires concernant la sexualité et un désir d'accomplir un acte sexuel. Donc, en phase d'une stimulation de la femme, donc il y aura une réponse psychologique représentée par le désir. Et cette réponse, elle est contrôlée par 3 niveaux au niveau système nerveux central, le lyoncéphale, le système diencéphalo-limbique et le système réflexe médulaire. Et bien sûr, il est contrôlé par des hormones, la dopamine, la sérotonine, c'est bien sûr qui contrôle l'humeur. Si la femme a une humeur positive, donc on aura une très bonne réponse de la première phase de la réponse sexuelle. LRH
qui va contrôler bien sûr la sécrétion des hormones féminines, les oestrogènes, et le testostérone, c'est bien sûr pour contrôler la fréquence de la réponse sexuelle féminine. Donc la dopamine, la sérotonine, la bonne humeur, la dopamine, testostérone, pour contrôler la phase du désir, et la fréquence, elle est contrôlée par le testostérone. Donc, concernant la deuxième phase, qui est la phase d'excitation, c'est une phase qui se manifeste précisément au niveau de l'appareil génital féminin. Donc, on va voir ici le vagin, comment il se manifeste au moment de la deuxième phase de la réponse sexuelle. Donc, lors de l'excitation sexuelle, la vascularisation de l'épithélium vaginal est rapidement augmentée, sous contrôle nerveux bien sûr toujours, et par l'intermédiaire des racines nerveuses sacrées antérieures S2 et S4, ce qui entraîne une augmentation du flux sanguin. Donc cette augmentation provoque une congestion des vaisseaux génitaux et une lubrification vaginale par un tronc issu du vasculaire sous-épithélial. Donc après le désir, le déclenchement de la phase de l'excitation qui va se manifester par une augmentation du flux sanguin au niveau de l'appareil génital féminin. Donc on va voir tout à l'heure une vidéo qui va nous expliquer ça. Donc outre sa lubrification, le vagin au moment de l'excitation s'allonge et se dilate grâce à une relaxation des muscles lisses de la paroi vaginale, de la partie postéro-supérieure, les 2/3 internes du vagin s'allongent et s'élargit. Donc, au moment de la vasodilatation, il y aura une augmentation du flux sanguin, épaississement de la paroi épithéliale du vagin, donc augmentation de la pression intravaginale pour avoir une meilleure stimulation sexuelle chez la femme, et l'allongement du vagin au niveau de les 2/3 internes. Il joue un rôle important pour former un réservoir pour les spermatozoïdes, comme ça, pour assurer la reproduction. Les rides du vagin donc s'effacent. Les colonnes vaginales, qui sont des structures érectiles, s'enflent sous l'effet de la stimulation sexuelle. Donc, ce schéma, il résume la phase de l'excitation chez la femme, donc ici au repos. Au moment de donc, la première phase, c'est au niveau du cerveau, c'est la phase du désir, qui va contrôler la réponse sexuelle, et la stimulation nerveuse va passer au niveau de l'appareil génital féminin représenté par la phase de l'excitation. Donc, au moment de l'excitation, il y aura une vasodilatation vasculaire au niveau de la paroi vaginale, entraînant un épaississement de la paroi vaginale et formation d'un petit réservoir au niveau des 2/3 internes du vagin pour former un réservoir pour le spermatozoïde. Donc, après l'excitation, on va passer à la phase du plateau. C'est une phase qui correspond au maintien d'un niveau d'excitation élevé pendant une période plus ou moins longue et aboutit normalement à l'orgasme. Donc, au cours de cette phase, se développe et s'amplifie la lubrification vaginale débutée pendant l'excitation. Donc, on a vu tout à l'heure au niveau du diaphragme. Donc, cette phase, il va dépendre, il va varier selon la réponse sexuelle de la femme et selon la stimulation externe. Donc, pour assurer la formation, l'excitation continuée et former le réservoir au niveau des 2/3 internes du vagin. Donc, il faut maintenir l'excitation, et donc l'excitation joue un rôle très important dans la réponse sexuelle et bien sûr pour la reproduction et la continuité de la vie. Donc, après la phase du plateau, on va passer la phase d'orgasme. Donc, il débute quelques secondes avant la réponse musculaire. Celle-ci s'exécute comme chez l'homme par des contractions musculaires, et il est pareil chez la femme. Donc, l'onde orgasmique débute au niveau des muscles du plateforme orgastique. Donc, il y aura une contraction au niveau du pelvis, au niveau de la partie inférieure du bassin, et qui va s'accompagner bien sûr avec un autre changement, d'autres signes symptomatiques qui sont en rapport avec la libération des hormones comme le testostérone, la dopamine, qui va se manifester sur le plan clinique par
une hypertension artérielle, une mydriase, une tachycardie, des contractions aréolaires et par des systèmes parasympathiques, salivation, rougeur, transpiration. Et l'orgasme, comme j'ai déjà dit, donc il varie d'une femme à une autre, et bien sûr cela dépend de la stimulation de la femme, et l'orgasme peut durer entre 3 et 25 secondes. Et pour certaines femmes, la réponse sexuelle, il peut se manifester ici par une diminution de l'état de conscience. Donc, après, on a vu la phase de désir, la phase de l'excitation qui se manifeste par augmentation de la pression intravaginale secondaire par une vasodilatation vasculaire. Après la phase de l'excitation, on a le plateau qui va varier selon la stimulation. L'orgasme qui va se manifester par des contractions musculaires de l'appareil génital féminin. Après la contraction, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la relaxation. Donc la relaxation, représentée par la phase de résolution, il est caractérisé par un sentiment de relaxation mentale et physique chez la femme, une détente musculaire et un sentiment de bien-être général. Donc à la fin de l'orgasme, le maintien encore quelques temps de l'obstruction de la plateforme orgastique, donc pour empêcher l'écoulement, mais à la fin de cette phase, il y aura l'écoulement du sperme, parce que le réservoir n'est plus protégé, la contraction ne va plus assurer la contention du sperme. Donc en 5 à 10 minutes, il se produit une résolution de la plateforme orgastique, puis une réduction des 2/3 internes du vagin, un riche réseau veineux qui va maintenir cependant le tour du vagin et augmenter bien sûr la tension et la congestion de l'appareil génital féminin. Donc cette image, elle résume le mécanisme d'action qui régule l'appareil, la réponse sexuelle féminine. Donc comme on a dit, la phase de désir, il est contrôlé au niveau du système nerveux central par la sécrétion de la dopamine et la sécrétion de la LH-LDRH. Donc, une fois la sécrétion des hormones sont sécrétées au niveau du système nerveux central, il y aura la stimulation de la sécrétion des oestrogènes, qui sont des hormones féminines qui vont assurer une modification au niveau de l'appareil génital féminin et plus précisément au niveau du vagin. Donc, il va entraîner une augmentation de la lubrification, augmentation de la sécrétion et une vasodilatation vasculaire au niveau du vagin, un épaississement de la paroi vaginale pour augmenter la pression vaginale et bien sûr pour former le réservoir au niveau du 2/3 interne du vagin. Donc la phase de l'excitation est une phase très importante pour assurer la réponse sexuelle chez la femme. Donc maintenant on va passer aux vidéos. Donc, pour comprendre le mécanisme, s'il vous plaît, vidéo. Vous pourriez éviter. Les femmes seraient donc un peu plus compliquées que les hommes. Alors, avant de répondre à toutes vos questions, quelques explications anatomiques. Alors, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, les sources du plaisir féminin ne se résument pas à l'appareil génital. Le corps féminin regorge de régions sensorielles qu'on appelle les zones érogènes. Alors, il y a bien sûr, vous allez voir sur une animation, les seins, les mamelons, les fesses, la face interne des cuisses, mais aussi le cou, le lobe des oreilles ou encore les orteils. Voilà, c'est tout ce qui clignote. Alors, vous faites une photocopie et vous mettez ça dans la chambre. Alors, ces différentes zones sont riches en terminaisons nerveuses, n'est-ce pas? C'est ça. Et la stimulation est une étape très appréciée au moment des préliminaires, une étape parfois oubliée par certains hommes. Mais les zones les plus sensibles et qui conduisent à l'orgasme féminin sont bien sûr dans la région du clitoris et du vagin. Voilà, et là c'est moi qui m'y colle, bien évidemment. Alors, le clitoris, c'est une petite zone qui se trouve ici. Sa partie visible est située entre les petites lèvres. Alors, de profil, c'est ça. Hein, ça, c'est les lèvres. Et ça, le clitoris, c'est la partie qui est ici. C'est sous un repli de peau qui le recouvre et qu'on appelle le capuchon. La partie apparente renferme à elle seule environ 8000 fibres nerveuses qui fonctionnent comme des capteurs de plaisir. Il faut vraiment être maladroit pour ne pas en trouver au moins une. Alors, que se passe-t-il sur un plan mécanique? Eh bien, vous allez le voir. Quand on stimule
ces petits capteurs, ce qu'on a fait avant pour faire ce schéma, eh bien l'information est transmise au cerveau qui va renvoyer des messages, il va envoyer des ordres dans différentes régions sur la poitrine, les mamelons vont se redresser, l'aréole va s'assombrir, les seins prennent du volume, et puis vous allez voir au niveau d'appareil génital, le clitoris et les petites lèvres vont gonfler. Ce que vous, voilà, vous avez ça, et ce que vous voyez là, c'est le vagin. Le vagin, lui, il va se lubrifier pour faciliter éventuellement la pénétration du pénis. Alors si les caresses se poursuivent, le clitoris qui était en érection se rétracte. Michel, ce qu'on va voir. Regardez, je vais le faire rentrer délicatement. Les Voilà. tissus du vagin se gorgent de sang, du coup ce conduit devient plus étroit et l'utérus bascule en arrière pour se positionner pile dans l'axe du vagin. Voilà, l'utérus, c'est bien sûr ce qu'il y a. Donc ils décrivent maintenant la phase de l'excitation. Sur la vessie, et là vous voyez qu'il va se redresser. Alors là, tout est en place et à un moment donné, les muscles se mettent à se contracter de façon saccadée et c'est ce qui va déclencher l'orgasme de la femme. À ce moment, le cerveau libère de l'endorphine, l'hormone du plaisir, et c'est ce qui provoque la sensation d'extase et de jouissance. Alors même si une grande majorité des femmes ressentent un orgasme par stimulation du clitoris, sachez que le vagin possède aussi une sensibilité érotique, c'est le fameux point G. Michel, vous retournez à votre écran. Je retourne au tableau. Alors, le fameux point G, eh bien, c'est une zone qui se trouve à un endroit très précis. Vous allez le voir ici. Ça, c'est la face en avant, antérieure. Et vous voyez, c'est ici à peu près 4 cm de profondeur. On peut le toucher avec le doigt. Chez certaines femmes, le point G se limite à une boule, alors que pour d'autres, c'est une zone qui sera plus étendue. En tout cas, sa surface est parsemée de petites papilles qui sont très riches en fibres nerveuses et qui lui donnent au toucher un aspect granuleux. On les appelle même les corpuscules de Krause, si vous voulez tout savoir, et qui sont réputés pour être des amplificateurs de plaisir. On verra tout à l'heure si cette bonne réputation est fondée. Le plaisir féminin, en tout cas, n'a pas encore dévoilé tous ces mystères parce que, quelles que soient les zones érogènes, on vous rappelle que ce ne sont pas des zones gâchettes. Il ne suffit pas d'appuyer dessus pour que ça... C'est bon. Donc, pour proposer une solution à vos patients, tout d'abord, il faut comprendre la physiologie de la réponse sexuelle féminine. Donc, durant cette partie, je pense que c'était clair. Donc, pour expliquer aux patientes femmes la solution que vous allez proposer, sur quel plan il va agir. Donc, la première partie, c'était la réponse sexuelle qui est normale. Et maintenant, on va passer au trouble. Donc, on l'appelle le dysfonctionnement sexuel féminin ou bien la dysfonction sexuelle féminine qui est défini par l'OMS comme étant un trouble classé par le DSM-4 comme étant un trouble de la psychiatrie. Donc, l'expression la dysfonction sexuelle féminine décrit par l'incapacité à ressentir pleinement, sainement et agréablement tout en partie les diverses étapes ou les stades physiques que l'organisme traverse généralement au cours d'une activité sexuelle. Ça veut dire que la femme doit sentir, avoir une réponse correcte pour les 4 phases qu'on a vues au niveau de la première partie. Donc, de façon générale, ces étapes ils sont décrites, comme on a vu tout à l'heure, par la phase du désir, la phase de l'excitation, la phase de l'orgasme et de la résolution. Donc, si on a un problème au niveau de ces réponses, on va avoir un dysfonctionnement sexuel féminin et c'est le rôle du médecin de préciser exactement où se trouve le problème de dysfonctionnement sexuel. Donc, plusieurs études cliniques ont été menées sur le plan international pour quantifier ce trouble. Et les études américaines qui ont été publiées au niveau du JAMA, ils ont montré que 43% des femmes peuvent présenter un dysfonctionnement sexuel féminin, alors que 31% chez les hommes. Donc, après la commercialisation de plusieurs molécules pour l'homme comme Viagra et les autres molécules, donc ils ont remarqué, même s'il y avait une bonne réponse sexuelle chez l'homme, le taux de satisfaction chez l'homme n'était pas abouti. Donc, ils ont dit apparemment, la réponse sexuelle, la satisfaction, c'est une satisfaction du couple. C'est la raison pour laquelle ils ont mené une étude pour savoir est-ce que la femme aussi pose un problème. Donc, effectivement, ils ont trouvé que 43% des femmes souffrent aussi d'un trouble de dysfonctionnement sexuel. Et donc, en détail, donc les femmes
présente un problème de désir sexuel hypoactif avec une prévalence entre 17 et 55%, un trouble de l'excitation avec une prévalence entre 8 et 28%, un trouble de l'orgasme avec un pourcentage de 28%, et les autres troubles de dyspareunie avec un pourcentage entre 12 et 15%. Donc les études cliniques confirment que la santé sexuelle de la femme présente un problème. Donc elle a besoin d'un support, d'une solution pour traiter cette problématique. Donc en Afrique et aux pays arabes, la prévalence des DSF est aux alentours de 50%. Donc il faut mener d'autres études cliniques pour donner des résultats plus objectifs et plus précis au niveau des différentes phases de la réponse sexuelle chez la femme. Donc, l'Association américaine de psychiatrie, donc, ils ont complété la définition pour classer les différents troubles de dysfonctionnement sexuel chez la femme en se basant sur la recherche de John Watson. Donc, ils ont classé le trouble en 4 phases. Donc, le trouble du désir sexuel qui correspond à la première phase, on a le désir sexuel hypoactif, l'aversion sexuelle ou bien l'hyperlibido, le trouble de l'excitation sexuelle, le trouble de l'orgasme et les dyspareunies qui englobent le vaginisme et les douleurs non coïtales. Donc, après avoir classé ces troubles, donc, ils ont mené plusieurs études pour chercher la solution, bien sûr, chercher la cause de chaque type de trouble. Et parmi ces causes de ce dysfonctionnement sexuel, on trouve plusieurs causes, donc des causes physiques. Donc toute maladie qui touche les organes sexuels, comme baisse des hormones au moment de la ménopause, au moment de la grossesse, qui va engendrer une sécheresse vaginale, surtout au moment de la ménopause. La maladie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'athérosclérose neurologique et les maladies de Parkinson. Et j'espère que vous avez bien compris ici c'est pourquoi. Parce qu'on avait expliqué tout à l'heure que la phase de l'excitation, elle est en rapport avec la vasodilatation des artères. Donc si on a une hypertension artérielle, il y aura un problème au niveau de la paroi vasculaire, la résistance périphérique. L'athérosclérose, donc l'artère ne marche pas bien, on n'aura pas une bonne réponse au niveau de la deuxième phase de la réponse sexuelle. Donc toutes les maladies qui sont en rapport avec la vascularisation, le maladie de Parkinson parce que la paroi vasculaire, il est englobé par le muscle, donc tout ce qui est en rapport avec les maladies neurologiques et les fibres musculaires lisses, les maladies psychologiques, le stress, la dépression et l'anxiété. Et on a vu au niveau de la première partie que la phase du désir elle est contrôlée par testostérone, la sérotonine qui va contrôler l'humeur. Donc une femme dépressive, il y aura une baisse de la sérotonine. On ne va pas avoir une bonne réponse de la première phase, donc c'est un DSF. Donc des causes mécaniques, impossibilité à avoir des rapports à cause de sévices sexuels passés, donc un problème au niveau du vagin. Des causes interpersonnelles qui sont en rapport avec des conflits conjugaux et avec bien sûr des problèmes psychologiques. Donc le plus souvent, il s'agit chez la femme d'une combinaison de plusieurs causes psychiques et organiques. Donc c'est le rôle du médecin de préciser là où se trouve le trouble. Donc pour poser le diagnostic du DSF, il faut orienter la patiente chez le médecin. Donc le médecin il va poser son diagnostic en commençant à faire un interrogatoire pour chercher des antécédents qui sont en rapport avec pathologie psychologique, un examen complémentaire pour chercher s'il y a une affection au niveau de l'appareil génital féminin, et un questionnaire qui sont développés au niveau des États-Unis et qui sont traduits en arabe pour utiliser au Moyen-Orient comme l'Égypte et l'Arabie saoudite pour évaluer le degré du dysfonctionnement sexuel chez la femme. Donc cette version elle est disponible. Donc après avoir posé le diagnostic, où exactement au niveau des différentes phases de la réponse sexuelle, donc il faut prendre en charge ce trouble chez la femme.
Donc, une autre étude qui a été menée en France, chez 750 femmes âgées de 40 à 88 ans. Donc, parmi les femmes qui avaient, dont le diagnostic de DSF a été posé, 26,4 n'avaient aucune démarche pour améliorer leur problématique. 73% ont cherché de l'aide, une solution, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, les solutions qui existaient sur le marché, c'était le traitement pour le dysfonctionnement érectile pour l'homme et le traitement pour le trouble de lubrification. Donc, on va cibler surtout les femmes ménopausées. Et on a dit tout à l'heure que le dysfonctionnement sexuel peut toucher n'importe quelle femme, à tout âge, même le jeune âge. Donc, on va cibler les autres pathologies qui ne vont pas toucher les troubles de lubrification, donc la phase de l'excitation, du désir et l'orgasme. Donc, les études ont complété leurs études pour trouver la solution. Donc, pour retenir, les DSS sont fréquentes, même si leur prévalence est difficile à préciser sur le plan local. La majorité des femmes qui en souffrent souhaitent de l'aide à cet égard. Il faut en parler, il faut aider la femme, il faut poser des questions pour savoir si la femme elle souffre. Mais une minorité d'entre elles évoquent le sujet avec un médecin, parce que le médecin aussi, il est conscient que ce trouble il existe, mais il n'y avait pas de solution. Donc pourquoi pas, il va créer une frustration chez la femme. Et pourtant, une majorité serait intéressée à en parler à ce sujet, et attend même que le médecin évoque le sujet lors d'une consultation. Donc les chercheurs, les grandes sociétés savantes de la sexologie, ils sont en train de sensibiliser les médecins à travers des questionnaires qu'ils sont en train de distribuer auprès des médecins, de traduire pour essayer de poser le diagnostic de DSF. Et les solutions maintenant, ils sont présentes pour traiter ce trouble. Donc, parmi les solutions, tout d'abord, il faut traiter la cause de la pathologie, comme l'hyperprolactinémie, la dépression, la dysthyroïdie. Il faut bien sûr régulariser le diabète, l'hypertension artérielle. Il faut améliorer l'hygiène de vie, la marche, l'activité physique et sportive. Il faut ils ont fait des séances de sexothérapie chez les sexologues ici, des séances de groupe de psychothérapie. Et en dernier lieu, il n'y avait pas une solution pharmacologique. Et maintenant, la solution, elle existe. Donc, la solution, c'est Zestra. Donc, c'est une solution naturelle composée de huile de bourrache, huile d'onagre, huile d'angélica d'extrait de racine et les couleurs de Foscali. Donc, c'est le seul traitement botanique étudié selon les méthodes de la science basée, à travers des études cliniques randomisées qui ont été prouvées cliniquement et publiées sur des sites internationaux pour prouver l'efficacité de cette molécule. Donc, le mécanisme d'action de cette solution, c'est la biosynthèse, la libération de la prostaglandine E1. Donc, après l'application de la solution au niveau de la partie externe de l'appareil génital féminin, il y aura la libération de la prostaglandine E1 qui va entraîner, comme vous le savez, la prostaglandine, il va entraîner une relaxation des muscles lisses de l'appareil génital, plus précisément au niveau du vagin. Donc, une fois il y aura une vasodilatation, il y aura une augmentation du débit sanguin. Donc, augmentation de la pression intravaginale, et on aura la deuxième réponse sexuelle qui est représentée par la phase de l'excitation. Donc, c'est ça, le mécanisme d'action de la solution Zestra pour traiter le trouble de dysfonctionnement sexuel. Donc, cette solution a été prouvée. Donc, le protocole de l'étude, c'était une étude randomisée en double aveugle versus placebo, qui a évalué l'efficacité et la tolérance de Zestra, incluant 256 femmes âgées de 21 ans et 65 ans. Donc, on a dit tout à l'heure que le trouble DSF peut toucher n'importe quelle femme. Donc, le diabète peut toucher une jeune femme. Une femme qui présente une tumeur de l'ovaire, donc ça sera une jeune femme. Une femme qui est prédisposée à un stress
aura un trouble de dysfonctionnement sexuel. Donc, ils ont élargi l'échantillon des femmes, donc entre 21 ans et 65 ans, avec un trouble de désir, d'intérêt, d'excitation et d'orgasme. Donc, les résultats de cette étude que vous pouvez trouver sur le site PubMed donc, confirment que cette solution augmente le désir. Donc, il y avait une nette amélioration par rapport de Zestra par rapport au placebo, une amélioration de l'excitation, une diminution de la douleur et une amélioration totale pour la réponse sexuelle féminine par rapport au placebo. Et la différence, elle est très significative. Donc ici, l'étude, ils ont ciblé les 4 phases de la réponse sexuelle pour avoir une idée sur l'efficacité de la molécule sur la réponse sexuelle féminine. Donc en plus de la réponse sexuelle féminine, l'objectif secondaire de cette étude, c'est d'évaluer, bien sûr, la satisfaction de la femme de ce produit. Donc, l'étude, donc les femmes qui ont utilisé Zestra étaient 6 fois plus satisfaites de leur traitement que les femmes sous placebo, et elles étaient 2 fois plus satisfaites sexuellement que celles sous placebo. Donc, cette solution a prouvé son efficacité sur le plan de la réponse sexuelle et plus précisément sur les 4 phases de la réponse sexuelle. Donc, on va passer maintenant, bien sûr, lorsqu'on a une molécule, on va tout d'abord, on étudie le service médical, l'efficacité, après on passera à la tolérance. Pour le profil de tolérance, seulement 17%. Donc, ils avaient un problème de sensation de chaleur, d'irritation génitale, spontanément résolutif après 5 ou 30 minutes. Donc, pour certaines femmes, les 17% recensés au niveau de l'étude, donc il faut tout d'abord éliminer si la femme présente une infection urinaire ou bien une mycose au niveau de l'appareil génital qui peut être déclenchée. Donc, c'est un point positif pour pousser la femme à consulter chez le médecin s'il a des brûlures mictionnelles pour éliminer la cause de ce trouble de dysfonctionnement sexuel. Donc, si une femme vient pour réclamer qu'après l'utilisation de produits, j'avais des brûlures, donc il faut tout d'abord éliminer une infection, un champignon. Et il y a une minorité, presque de 2%, qui présente une allergie à ce produit. Mais après la 5e utilisation de ce produit, cette allergie, elle disparaît. Donc, en évaluant le rapport efficacité-tolérance, on trouve que le service médical est très important. Donc, ce sont des effets indésirables faciles à gérer et qui sont positifs, qui va pousser la femme à consulter pour chercher la cause de ce dysfonctionnement sexuel. Donc, vous allez poser la question, pour quelle femme on va donner cette solution? Donc, toute femme qui présente des difficultés à avoir du plaisir lors des rapports sexuels, toute femme qui présente un manque de désir sexuel, donc toute femme qui vient chez vous à la pharmacie et qui demande une aide, donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, il faut l'aider, il faut l'orienter chez le médecin pour poser le diagnostic et chercher la causalité de ce trouble. Donc, en complément au conseil de la sexologie habituelle en médecine sexuelle, l'association des traitements médicaux aux thérapies psychopsychologiques est souvent considérée comme l'option thérapeutique le plus efficace sur les dysfonctionnements sexuels. Donc maintenant, je pense qu'il est impératif de comprendre les problèmes de nos patients sur le plan sexuel et offrir des suggestions efficaces pour le traitement de ce trouble. Donc la solution, elle est là. On est là pour aider nos patientes et assurer l'accessibilité de la solution et sensibiliser concernant ce trouble qui cause des effets néfastes sur le couple. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc on compte sur vous pour assurer le bien-être de notre patient. Merci à vous.
vous avez des questions. Donc, si vous voulez avoir plus de détails concernant le mécanisme d'action du produit ou bien des explications, je vous invite de passer au stand. Donc, le staff de Zestra, il est à votre disposition pour plus d'explications sur le plan médical.